Parents et amis avec Gilles Parent. Bienvenue sur Parents et amis que l'on peut écouter sur gillesparent.com, sur Spotify, Google Podcast, Balado de Apple et sur le canal YouTube. Aussi, vous pouvez télécharger l'application Parents et amis sans frais sur le Apple Store. Notre invité est professeur au département de communication à l'Université d'Ottawa, auteur, conférencier, chercheur. C'est un ami maintenant, c'est un ami de la maison. Luc Dupont, comment ça va? Ça va très bien, toi? Très content de te parler. On va faire un genre de salmigondi d'été. Beaucoup de sujets qui, dans les dernières semaines, ont touché au marketing ou à la pub, hein? Oui, énormément de sujets. Ben, on va se parler de cinéma, évidemment. On va se parler de Formule 1, on va se parler de golf, on va se parler de soccer, on va se parler de marketing sportif, évidemment. Sans surprise, de droits télé aussi, de nouvelles plateformes. Comme tu vois, la table est mise. Et effectivement, depuis quelques semaines, je dois dire, beaucoup d'infos marketing passionnantes. Majeur, hein, beaucoup de choses. On commence par le plaisir du film Top Gun. Il y a plusieurs raisons d'en parler, au plan économique, au plan de la refonte de l'auditoire, mais au plan aussi de la qualité du film. Il y a beaucoup de choses à dire. C'est un succès retentissant pour Tom Cruise. Oui, et ce que je dis souvent dans un cours de culture pop que je terminais justement il y a quelques jours, c'est Oui. que la culture populaire, c'est intéressant dans la mesure où ça nous dit quelque chose sur la société du moment. Et ce qu'on apprenait au moment où on enregistre, là, je le précise, Oui. ce qu'on sait maintenant, c'est qu'on vient tout juste de franchir le cap du 800 millions de dollars pour ce film-là, ce qui en fait le plus grand succès de l'histoire de Tom Cruise. Qu'on peut aimer ou pas aimer, et je pense qu'on a des bonnes raisons de ne pas l'aimer parfois, et on a aussi des bonnes raisons de l'apprécier, mais dans son cas à lui, et ça dépasse si tu te poses la question, quel était le film auparavant là, qui avait généré le plus de revenus, cette émission Impossible, Fallout. Alors là, il vient de dépasser tout ça. 23 pays au moment où on se parle, c'est le film numéro 1 encore cette semaine. Je rappelle qu'il est sorti depuis 3 semaines maintenant, à peu près, et que dès les premiers instants, on a eu un signal comme quoi ça allait marcher très fort, puisque lors de la première fin de semaine, on avait déjà généré 248 millions de dollars de revenus. Alors évidemment, la question qu'on se pose à ce moment-là, c'est, un, comment expliquer ça? Et deux, qu'est-ce que ça signifie aussi pour la suite des choses? Hein? Parce C'est que je sûr. te rappelle Ouais. que au moment où on se parle, on génère par rapport à l'avant-pandémie 58 des revenus au guichet au cinéma. Là. En d'autres mots, il nous reste encore un retard à reprendre. Et pour beaucoup de personnes, le film qui peut faire ça, qui peut repartir l'industrie du cinéma en salle, on se comprend toujours Ouais, ici, ouais, ben oui. c'est Top Gun. Et je prétendrais qu'au moment où on se parle, encore une fois, pour le dire une troisième fois dans cette entrevue, c'est mission accomplie. Absolument. Parce que là, on va franchir le cap du milliard, assurément. C'est aussi la plus grande sortie initiale pour une première semaine de IMAX. Moi, je pense que c'est un film IMAX. Je l'ai vu en IMAX. Ah oui, moi je l'ai vu en IMAX, j'ai capoté. Excuse-moi, Et là. tu l'as trouvé comment? J'ai trouvé le film exceptionnel. J'ai trouvé. Mais ma réaction, ça a été, mais quel divertissement tel qu'on en a peu maintenant. Et ce qui m'a frappé, il y a quand même des effets spéciaux. Ça chavire ce film-là parce qu'il y a beaucoup d'action. Mais j'ai dit à ma blonde, je connais pas assez la technique pour l'expliquer, mais je peux l'exprimer. J'ai l'impression qu'on est dans le classique film d'action sans trop de robots puis de 3D puis de blue screen puis de green screen où on, tu sais, tous les films d'animation entre autres, mais tous les films d'action en ville avec des monstres, tout ça, on finissait par voir les robots. Tu comprends ce que je veux dire? Mais là, on a vraiment, j'ai l'impression que c'est la façon avec laquelle je l'ai dite à Véro, j'ai dit. J'ai l'impression que Tom Cruise, il y a personne qui le double là-dedans. Il est tout le temps là. Tu sais, il nous donne... Je sais qu'il en fait des cascades, mais il est quand même rendu assez âgé pour être doublé. Puis c'est clair qu'il l'est par moment. Mais donc, un film qui coule, qui va bien, classique, efficace. Tu sais, quand tu dis, mais voyons donc, il y a 2 heures de passé, c'est effrayant. Tu sais, quand ça a pris 2 secondes, puis t'as complètement déconnecté. T'as pas pensé à tes courriels, t'as pas pensé à ce que tu dois faire. T'as ton changement d'huile le lendemain, t'es complètement parti. Ben moi, j'ai vécu ça là. J'ai adoré. Et ce que tu racontes, c'est ce qu'on entend. Et autant du côté des amateurs de cinéma, comme toi, puis comme moi, puis comme tous les gens qui nous écoutent, que ce que j'appelle, bon, ce qu'on appelle communément les professionnels ou les critiques hein, Ouais. dans les médias, qui eux aussi, et c'est ça qui est plutôt exceptionnel ici, c'est que généralement,
quand le monde ordinaire aime ça, Ah, c'est vrai. les critiques s'empressent de dire « Ah, mais c'est trop léger, trop simple, trop stéréotypé, c'est tellement cliché. » Puis, et vice-versa. C'est-à-dire que souvent, quand les critiques professionnels nous disent qu'un film est bon, on est assis, bon, ça m'est arrivé 1000 fois plutôt qu'une, de dire à un moment donné, mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Sans intérêt. Parfois, là, tu es dans un film, puis tu entends la personne qui l'a tourné réfléchir sur le film pendant que tu le regardes. Généralement, c'est un mauvais signe ici. Mais ce qui est intéressant dans le cas de Top Gun, effectivement, un, il marche super fort. Deux, dès les premiers instants, là, quand tu jettes un petit coup d'œil sur, par exemple, l'heure de vente des billets ou des achats de billets, Gilles, Ouais. 29% des billets qui ont été achetés jusqu'à maintenant l'ont été pour des représentations avant 3 heures l'après-midi. Oh, Oups, OK. premier indice. 35% pour des représentations entre 3 heures et 7 heures le soir. OK. Oups, un deuxième indice. Et seulement 11% des billets après 9 heures le soir. Oups, un troisième indice. Alors, ce qu'on constate ici, c'est que, de un, il y a les gens qui avaient vu le premier, et moi, je me souviens quand j'ai vu le premier. Je ne sais pas si toi, c'est un film qui t'avait assez frappé, Ben oui, marqué. ben oui. Je me souviens de la blonde avec laquelle j'étais. Je m'en souviens parfaitement. Je me souviens comment, en sortant, elle avait trouvé Tom Cruise d'une Beau. beauté totale. Et là, je m'étais dit, je vais devoir manger beaucoup de Cheerios dans les prochaines semaines. Et donc, il y a ces gens-là qui sont allés voir ça en se disant, bon, on va comprendre qu'il a vieilli, mais en même temps, on voudrait passer un bon temps avec un vieux potent. C'est un petit peu ça Oui, oui. l'idée. Et moi, je ne l'ai pas vu au moment où on se parle, mais je vais aller le voir cette semaine assurément. Moi, je fais partie maintenant de la crowd, Gilles. J'attends un petit peu qu'il y ait moins de gens dans la salle, vois-tu? Parce que À cause trop de souvent, l'après-pandémie ou? non, j'ai toujours fait ça. D'ailleurs, mon cinéma favori qui a fermé durant la pandémie, malheureusement, parce qu'il n'a pas pu se permettre de fermer aussi De longtemps. t'attendre? Mais oui, c'est que, et ce qu'ils ont dit publiquement lorsqu'on leur a posé la question, c'est que les ententes avec Disney avaient tellement changé. Alors, c'est un cinéma qui offrait beaucoup de films comme ça aussi pour enfants, que on sentait bien que ça deviendrait difficile après de reprendre le rythme comme il l'était avant la pandémie. Mais moi, c'est un cinéma où il n'y avait pas personne à peu près. Alors, j'aimais bien ça. Je trouve qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui ont le drôle de réflexe. Tu parlais de courriel tantôt, de jeter un petit coup d'œil sur leur courriel durant le film. C'est quelque chose, moi, qui me déconcentre, mais totalement. Alors, dans ce cas-ci, si tu me dis que c'est un problème qui est facilement évitable, c'est merveilleux. Je reviens sur l'heure des gens qui achetaient les billets. 55% des gens qui ont acheté des billets avaient plus de 35 ans. Alors, probablement que l'industrie vient de comprendre deux ou trois choses, là. Un, peut-être qu'on fait trop souvent des films qui s'adressent à des gens de 18 ans. Ça, c'est probablement le premier problème de l'industrie. Et historiquement, quand on regarde les gens qui achètent des billets, on sait qu'à partir de 30 ans, là, ça commence à diminuer de façon dramatique. Tu y vas moins souvent, là. Tu sélectionnes davantage tes films. Est-ce que ça, c'est à cause du fait de vieillir ou est-ce que c'est pas à cause du type de film qu'on nous offre? Tu vois un peu Oui, oui. le genre de réflexion qu'on peut avoir. Moi, je pense que c'est en partie l'un, mais aussi en partie l'autre. Alors là, tu as ça. Tu as toute la nouvelle génération qui n'a pas connu l'autre Top Gun et qui disent qu'est-ce que c'est exactement. Bon, et Tom Cruise, ben, j'y reviens, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est probablement la dernière superstar d'Hollywood. Hein. Je ne sais pas si tu en as une autre à me donner, là. Qui est encore active, qui peut Oui, encore dans le fond, active. pour se parler en termes de sport, puis qui peut Oui, scorer autant, là. oui, Même une Mission Impossible, pour moi, même si je vais beaucoup moins, tu sais, ben, honnêtement, on va quasiment jamais au cinéma 2 fois par année, là. oui, c'est ça. Maintenant, alors qu'on y allait sans problème 2, 3 fois par mois, un bout de temps. Autrefois. Mais, tu sais, c'est effectivement quelqu'un qui peut faire ça, qui peut charrier un film, faire une différence. Même les Missions Impossibles, on y allait, parce qu'on se disait, c'est une formule qu'on aime. Comme un James Bond. Un James Bond, moi, c'est un incontournable. Je me dis, Oui, moi j'aime le aussi. sens. C'est sûr que c'est pas révolutionnaire, mais souvent, tout est là. Du beau monde, de l'action, des beaux paysages, des beaux décors, c'est du luxe, oui, inatteignable des fois, mais c'est ça qu'on aime aussi. C'est un peu comme regarder des revues, là. Souvent, tu regardes des gens qui ont des beautés que tu n'as pas, mais qui c'est le fun à voir, tu sais. Moi, je le vois de la même façon. Un divertissement, c'est ça, là. Et l'autre truc qu'on entend sur le plan du contenu comme tel du film, ce que tu viens de décrire à bien des égards, c'est que c'est un film qui n'est pas woke. Absolument. Et c'est extrêmement important. Alors là, ça, c'est un autre Ça, c'est signal très majeur dans le important. film, Et, effectivement. On a et un gars a le droit de croiser une fille. On a vu ça dans le c'est film. ça. Or, maintenant, c'est interdit. Évidemment, je prétends toujours qu'à la fin, c'est et les hommes et les femmes qui vont regretter
qu'on ne fasse plus ça, mais ça sera pour une autre discussion. Mais sur le plan de la culture populaire, c'est un film comme dans le temps. Oui. Et probablement qu'Hollywood et Netflix, il y a des problèmes d'abonnés actuellement, et c'est Oui. pas juste à cause de la récession ou parce qu'on nous dit qu'on n'est pas encore dedans. Quoique, tu parles à n'importe qui va nous dire, mais semble que c'est un petit peu plus difficile qu'avant. Tu vois toute la question, bon, mais il y a ça, là. On est dans quelque chose, puis on espère juste qu'Hollywood va capter le message. Mais sur ce plan-là, tous les gens qui ont vu le film m'ont dit, ça fait du bien pendant 2 heures. Ça, là, ce que tu viens juste de décrire, qui fait partie de ce qu'on appelle communément, en passant, la nature humaine. Hein? Pas mal, oui. Relations humaines, premier niveau. Exact. Alors, il faudra voir comment ça va se passer dans le futur, mais en tout cas, c'est un signal important. L'autre, ben, qui marche très, très bien actuellement, c'est Parc Jurassique. Et l'autre qui ne marche pas, c'est Buzz Lightyear. OK. Le film de Disney, OK, qui donc est un film woke. Il y en a 3, donc 3 majeurs qui sont sortis. Un qui ne lève pas, puis 2 qui vont bien. C'est ça. Alors, on est dans quelque chose qui ressemble à ça. Probablement, même Netflix, je voyais récemment, qui disait à ses employés, vous allez dorénavant devoir accepter que des fois, il va y avoir des contenus avec lesquels vous ne serez pas en accord. Et là, je pense évidemment à 2 puis 3 humoristes célèbres qui sont sur Netflix, qu'on a voulu faire débarquer, mais qui scorent tellement que Netflix se retrouve devant un cas de conscience. On a des employés à l'interne qui n'aiment pas ce qu'on raconte là-dedans. Des blagues. Hein. En passant, ça s'appelle des blagues, hein, juste pour être sûr que les gens nous suivent. Dans le temps, ça s'appelait des blagues, puis des blagues, ben, des fois, ils étaient drôles, puis des fois, ils étaient moins drôles, mais il ne fallait pas choquer pour une blague. Mais aujourd'hui, on est encore une fois dans un autre univers. D'ailleurs, on a tous hâte de revenir dans l'autre univers, je pense, Gilles. Oui, mais juste question de curiosité, parce que tu es professeur à l'université depuis des années, puis tu as quand même une influence grande dans tes cours, là, je le vois comme un compliment. Mais est-ce que toi-même, pour ne pas heurter les gens, tu as ajusté ton discours et tes exemples? Bien, c'est certain que les étudiants d'aujourd'hui ne sont plus les étudiants d'il y a 30 ans. Sais-tu, j'y pense dans ma tête pendant que je te parle, parce que ça va faire 30 ans dans quelques semaines que j'enseigne. Évidemment que ça a changé. Sur le plan technologique, autrefois, j'arrivais avec ma machine diapo, sans blague. J'étais un des rares profs qui avait acheté une machine diapo. Hein. J'arrivais avec ma machine à moi, avec mon équipement à moi. Puis on est passé éventuellement au PowerPoint, qui est une grosse révolution, qu'il faut savoir utiliser avec ses forces, ses faiblesses, puis les dangers aussi de lire ce qui est sur la diapo, ce qui est jamais une bonne idée. Sur le plan, effectivement, des contenus, sur le plan des exemples aussi, il faut constamment s'ajuster. Et moi, j'ai souvenir quand j'étais à l'université de profs qui nous racontaient leurs histoires des années 60. Puis je me disais, on n'est plus là. Alors, le défi que j'ai aujourd'hui, c'est aussi d'ajuster toujours mes histoires pour être certain de ne pas tomber dans cette trappe-là. Mais oui, sur le plan des contenus, il y a des choses qu'on aurait pu raconter ou des réflexions qu'on aurait pu avoir autrefois qui aujourd'hui seraient un petit peu plus délicates. Il faut que je te raconte, on est en début de semaine à un jour de l'arrivée officielle de l'été, donc au début, on est le 20 juin aujourd'hui quand on enregistre, on va diffuser dès cette semaine, mais je le dis parce qu'il y a des gens qui vont nous écouter au mois de juillet ou c'est le côté intemporel des podcasts, c'est toujours intéressant. Mais hier, j'ai vécu quelque chose, j'ai pensé à toi, j'ai dit c'est drôle, j'ai dit à mes filles, c'est drôle parce que je parle au prof Dupont demain, hier, j'ai dit ça, parce que les autres m'amènent, on a un souper pour la fête des pères, ils m'invitent, c'est très gentil, mes 2 plus vieux, puis mon autre fils était à l'extérieur. Fait qu'on arrive là, puis là, je vois ouvrir Netflix. Fait que là, je dis à mon fils, c'est quoi, t'es-tu rendu? Tu prends ton Netflix où? Il dit, ben, c'est sur mon jeu vidéo. Fait qu'il prend ça par son jeu vidéo. Je dis, déjà, moi, je suis pas là, on est d'accord. Fait qu'il n'y a pas besoin d'avoir le câble, puis là, il n'y a rien. Il s'en va directement avec je sais pas quel jeu, là, mais peu importe. Il y a Netflix là-dessus, il y a également YouTube et les autres. Fait qu'il dit, là, je vois ça partir. Série sur la F1. Puis là, je dis, depuis quand tu t'intéresses à la F1? Puis là, mon autre fils dit, ben moi aussi, j'écoute ça. Puis les blondes, hey, on aime ça au bout. Puis je dis, c'est quoi cette affaire-là? Mais on dit, ben, les producteurs, les nouveaux propriétaires de la F1, puis les nouveaux dirigeants de la F1 ont dit, écoutez, on va embarquer dans le bandwagon avec Netflix, on va faire ce qui doit être fait pour la F1, on va aller voir l'envers du décor, les familles, les gars, comment ça se passe. Mais les images sont fantastiques. Puis là, ils m'ont dit, non seulement ça, peut-être tu demanderas au prof Dupont, mais ça a révolutionné même l'écoute de la F1, ça a relancé la F1. Je dis, oh, calmez-vous. J'arrive à ma question. J'ai trouvé ça intéressant hier. J'ai même trouvé intéressant l'épisode qu'ils m'ont montré. Et là, je me suis dit, est-ce que effectivement,
une émission bien faite, une série bien faite peut relancer une industrie aussi grosse que ça? C'est ma Et question. la réponse courte, c'est oui, absolument. Et totalement, tellement que, rappelle-toi qu'à une certaine époque, tu n'avais pas de Grand Prix de Formule 1 aux États-Unis. Vrai. Il n'y en avait pas. Le seul moment où ces gens-là se déplaçaient en Amérique du Nord, c'était pour venir à Montréal. Montréal. Et on est soudainement passé de 0 Grand Prix à 1 Grand Prix, à 2 Grands Prix et bientôt à 3 Grands Prix aux États-Unis. Alors, tu as maintenant Austin, Texas, Oui. tu as Miami il y a quelques Et semaines Vegas, probablement. et tu as Vegas. Et dans le cas de Vegas, tu sais qu'ils vont commettre un impair hein, dans l'industrie. C'est que la course n'aura pas lieu un dimanche après-midi, mais un samedi soir. Oh! Et ce sera la plus grande ligne directe, là, tu sais, les gars mettent le gaz au fond, là. Ça va être la plus grande ligne directe de l'histoire. Puis ils vont tourner autour de, je sais pas si tu visualises évidemment très bien, j'en Oui. suis convaincu, Vegas. Tu as la pyramide Luxor, là, tu Très la bien, vois. très bien. Et c'est là qu'ils vont virer, c'est là qu'ils vont tourner. Oh. Alors, oui, c'est complètement, c'est une révolution. Ça nous rappelle que, au fond, Ecclestone était d'une autre époque. Ouais. C'est un gars qui disait pas de médias sociaux, pas de Facebook, pas d'Instagram. Quand Liberty Media, qui a acheté tout ça de façon officielle en 2017 pour 4,4 milliards de dollars, a mis la main là-dessus, ils ont dit, dorénavant, on vous demande d'être là-dessus. Alors, première OK. surprise des gens de Formule 1, Mhm. c'était, vous êtes certain, parce que dans le temps, Ecclestone nous disait qu'il ne fallait pas être là-dessus, que si on voulait acheter de la publicité, il fallait l'acheter sur Disney. C'était Mhm. la La règle. citation célèbre qu'il avait prononcée. Alors, Liberty Media a dit non, vous allez sur les médias sociaux. 2, vous ouvrez sur toutes les plateformes. 3, autant les pilotes que les écuries. 4, on va faire une série sur Netflix. Puis dans cette série-là, on va montrer l'envers du décor avec des émotions. Vous êtes sûr que vous voulez faire ça? Oui, oui, absolument. On va engager une équipe britannique pour faire ça, qui va avoir comme mandat de séduire le public nord-américain. On continue à penser que de ce côté-là, il y a un marché gigantesque qui est sous-exploité, Ouais. assurément. On va ouvrir un compte sur YouTube dans lequel compte les gens vont poser des questions du genre quand il pleut, est-ce qu'il faut changer de pneu? Tu vois un petit peu le genre de Mhm. truc, là, Mhm. vraiment Mhm. de base, là, pour être certain d'aller chercher ces nouveaux fans-là. On va lancer un podcast euh, et ça va tellement fonctionner éventuellement que dans le cas de Netflix, et la PGA, et le NASCAR, et le tennis ont dit ce que vous avez fait pour la Formule 1, on voudrait que vous le fassiez pour nos sports respectifs. En passant parenthèse, dans le cas de la PGA, ils ont commencé à tourner. Ils étaient sur le bord de monter chacune des émissions. Et là, le problème qu'ils ont, chacun des épisodes, c'est que certains joueurs de golf qui étaient dans la PGA sont maintenant dans la LIV. Alors là, la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ces épisodes-là? Est-ce qu'on retourne tout ça? Est-ce qu'on les gomme? On les fait littéralement Faut t'expliquer c'est disparaître? quoi la livre, hein, parce que moi-même, Oui. c'est pas Alors, la... la LIV, ben, c'est la nouvelle ligue de golf. Moi, ça me rappelle beaucoup, je vais te dire. Attention, mesdames, messieurs, roulement de Le tambour. hockey? Oui, Pas ça le s'en hockey. vient. Pas l'époque bleue. Ça me rappelle l'Association mondiale de hockey. Et donc, oui, le mot magique. Pourquoi? Ben parce que tu as la Ligue officielle, qui est la PGA, donc la Ligue nationale. Tu as à côté la Ligue rebelle, alors c'était l'Association mondiale en 1972, ou la LIV aujourd'hui, en 2022. Et la réponse de la PGA aux joueurs de golf qui vont quitter la PGA, c'est de dire, vous ne pourrez pas revenir. Oups! Oh, Comme on avait fait dans le cas du hockey. réfléchissez avant d'agir, c'est ça? Oui. Et dans tous les cas, ben, des hausses de salaire significatives, même si tu vas me dire en 1972, je ne sais pas, passer de 25 000 à, je sais pas moi, 150 000, 200 000, est-ce que c'était significatif? Ben, je te répondrais 8 fois la mise, oui. Oui. Et même si on ne parle pas des mêmes montants aujourd'hui, mais on parle d'une autre époque aussi, où mes parents ont acheté une maison à 12 000 hein, ça va toujours avec l'époque, là. Absolument. Alors, sur ce plan-là, la LIV, et pourquoi la LIV, hein, c'est 54 en chiffre romain. Alors, c'est 3 fois 18 trous, parce que c'est comme ça que ça se passe à chaque fois qu'on a un tournoi, c'est 3 fois 18 trous. Alors que dans le cas de la PGA, je crois que c'est 4 fois, je ne veux pas me Oui, oui, tromper. mais oui, de mémoire, oui.
et qu'on a toujours aussi, on a ce que j'appellerais entre guillemets des éliminatoires dans le cas de la PGA, alors que dans le cas de la LIV, ben, les joueurs qui ont été signés, les 48 joueurs, participent à chacun des tournois de façon systématique. Donc, il n'y a personne qui retourne chez eux et qui doit des sous parce qu'il a fallu se déplacer puis parce que j'ai pas réussi C'est à me. Oui, non, mais c'est né de quel besoin? Moi, je me demandais, c'est une insatisfaction des joueurs? Est-ce que il y a des gens qui trouvaient qu'ils n'étaient pas assez bien payés? Parce que si on remonte à LNH puis AMH, c'est intéressant. Pour en avoir parlé, même dans un podcast avec Marc Tardif, il m'avait dit à l'époque, on n'était pas bien payé. Puis quand on arrivait dans l'AMH, ben écoute, on s'est dit, pire qui peut arriver, c'est qu'on trouvera d'autres choses après, mais pour l'instant, on va aller ramasser de l'argent parce qu'on n'a pas une carrière de 30 ans. Fait que, qu'est-ce qui amène la LIV par rapport à PGA? Ben, le problème de salaire, je pense pas qu'il existe, mais dans ce cas-ci, il y a un problème d'image. C'est l'histoire OK. de l'Arabie Saoudite avec un fonds qui vaut 600 milliards de dollars. C'est le 6e fonds le plus Oh. important de la planète. Et l'Arabie Saoudite, ces temps-ci, ben, cherche à refaire son image de marque. Et une des solutions, c'est de dire allons dans le domaine du sport et essayons de jouer là-dedans, puis de se présenter comme un nouveau joueur, un joueur d'importance. Alors, 8 tournois, 48 joueurs. À chaque fin de semaine qu'on va jouer les 8 tournois, il y a 25 millions de dollars qui est en jeu. Le premier en gagne 3, le deuxième en gagne 1,5 million. Le dernier gagne entre 200 et 125 000 dollars. Pas si mal pour une fin de semaine à taper des balles. Alors, tout le monde gagne quelque chose. Ça, c'est la première nuance. 2, ben, les montants sont substantiels. Puis 3, ben, c'est ce qu'on a offert aux joueurs. Tu sais que dans le cas de Tiger Woods, on lui aurait offert 800 millions de dollars. Pardon? 800 millions de dollars. Il vient tout juste de franchir le cap du milliard. C'est peut-être une nouvelle que tu as vu passer dans les infos récemment. Alors, juste là, il doublait à peu près son Mais salaire de tous les temps. c'est drôle, Pour tu parles faire d'argent. Oui, 8, vas-y. 8 tournois. 8 tournois quand 8 même. tournois. C'est drôle, tu parles d'argent, tu parles de salaire ou de boni exceptionnels. Je lisais, je sais pas, tu vas peut-être me dire que c'est pas confirmé, mais je disais que déjà, parce que je fais un retour sur Tom Cruise et Top Gun, déjà, on espère un troisième film. Puis on sait que Cruise, s'il y en a un qui n'est pas obligé de dire oui, puis qui ne dit pas toujours oui, c'est bien lui. Mais on y aura à faire juste boni pour accepter de faire le nouveau film, 500 millions US. Ça commence à être de l'argent, mais en même temps, je disais à ma blonde, je dis, lui, il a tellement fait d'argent, il y a tellement d'argent qui rentre de partout, puis avec l'âge, je suis pas sûr qu'il va dire oui non plus. Peut-être qu'il va se dire, j'aime mieux rester sur un très, très, très bon feeling d'un deuxième film que de faire quelque chose qui pourrait être un navet, puis qui pourrait scraper la fin. Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Oui. Puis il a longtemps hésité pour celui-là. Hein. Mhm. En passant, pour les petits curieux, je suis tombé là-dessus totalement par accident, je le précise. Mais sur YouTube, tu vois une entrevue de Tom Cruise à la télévision française, alors avec le traducteur, là, tu vois un peu la Mhm. scène, dans laquelle il avait pour la première fois annoncé qu'on songeait à faire un deuxième Top Gun. Alors, l'animateur, je te remets dans le contexte, lui demande simplement, ça fait des années qu'on dit que ça pourrait être le fun de faire un nouveau Top Gun, puis que vous dites non. Et là, il le regarde, puis probablement aussi qu'il se permet une confidence parce qu'il est à la télévision française, hein, en se disant, parce qu'à une autre époque, si tu racontais quelque chose là, ça prenait du temps à Oui, oui, réussir. Il faut toujours se mettre dans le contexte. Là. il y La avait vie moins a de réseaux beaucoup sociaux, pas changé. mal, là. C'est ça. Aujourd'hui, tu le saurais 3 minutes après. Mais ce qui est amusant, c'est qu'il dit, écoute, on est là-dessus. Alors là, c'est là qu'on Hi. l'apprend. Il faut voir la surprise, évidemment, de l'animateur qui a lancé comme ça un hameçon et qui s'aperçoit que oups, visiblement, il vient probablement de frapper un méchant coup de circuit. Mais, et je précise, puisque tu reviens sur le film de Tom Cruise, que c'est Paramount qui est derrière ça. Et qui a investi récemment dans Paramount avant que le film soit lancé, c'est Warren Buffett. Oh! Alors, probablement qu'il avait senti. Est-ce qu'il avait vu le film? Je ne le sais pas. Est-ce qu'il a cette capacité-là de dire hey, ça va être un succès extraordinaire? Mais en tout cas, il a investi beaucoup de sous là-dessus. Buffett qui avait manqué Netflix, alors peut-être qu'il s'est dit il ne faudrait pas que j'en manque deux. Alors, c'est Paramount Plus là, pour la précision et qui est inscrite en bourse. Alors, tu aurais pu mettre des sous dans ce film-là si tu avais voulu, Gilles. Prof Dupont, quand on a parlé, on commence à toucher un sujet qui est majeur, mais je veux qu'on s'y arrête un petit peu plus sur les droits professionnels et la diffusion. Je me rappelle que dans un podcast, on avait parlé ensemble, je te disais que j'ai des amis qui sont dans les réseaux nationaux à la RDS, TSN et autres, qui sont inquiets de voir la surenchère pour les grands événements internationaux, puis ils se disaient éventuellement, on n'aura plus aucun droit de ces grosses affaires-là, ça va être les Netflix, les Amazon et les autres, mais je pense qu'on est là-dedans, là. Oui, et je donnais récemment une entrevue à un de tes très, très bons amis, Alain Crête. Oui.
à Montréal, au 98.5. Et ce que je racontais essentiellement pour résumer tout ça, c'est qu'avec la dernière annonce, pour ceux qui l'auraient peut-être manqué, c'est la MLS, qui n'est pas la ligue la plus suivie en Amérique du Nord, on va être franc, là. Alors, c'est le soccer professionnel, mais qui est le sport le plus en croissance. Si tu mets le nombre de jeunes aux États-Unis qui jouent au soccer versus ceux qui jouent au hockey, la crosse, la lutte, la gymnastique, tu mets tout ça ensemble, là. Il y a plus de joueurs de soccer que de tous ces autres joueurs-là. Et la semaine passée, ce que Apple a annoncé essentiellement, c'est qu'on achetait les droits pour 10 ans à hauteur de 2,5 milliards de dollars, avec une entente très particulière. Et je refais une petite parenthèse, Tommy, tiens, tant qu'à être parti, Gilles, ben oui. petite parenthèse, Tom Cruise, c'est qu'à l'instar du dernier Top Gun, Apple a dit aux équipes de la MLS, chaque fois qu'on vend un abonnement dans votre région à vous, on va vous donner une partie des revenus. Alors, je le dis parce que Tom Cruise a une partie des revenus de vente de billets. Il ne fait pas juste l'argent du salaire, son salaire, là, mais aussi une partie des ventes de billets. Alors, dans ce cas-ci, la MLS a dit, on va partager les revenus d'abonnement. Vous allez vous occuper des équipes de description de matchs. Alors, à Montréal, il te faut évidemment une équipe francophone. Alors, c'est sûr qu'il va y avoir des gens de Montréal qui vont être engagés pour faire ce type de travail-là. Et Apple a acheté la totalité des droits pour tous les matchs. Bon, techniquement, on nous dit qu'il y a certains matchs qui seront peut-être présentés à la télévision généraliste. J'ai mes doutes quand tu mets 2,5 milliards sur la table, 10 ans, donc 250 millions de dollars par année. Probablement que tu veux contrôler l'ensemble du produit. Et certains matchs seront gratuits. Et l'autre truc que je trouve très original, c'est que si tu as un billet de saison d'une équipe de la MLS, ton abonnement est gratuit aussi. Tu n'auras pas besoin de payer. Alors, c'est ça qui est en train de se forger. C'est une nouvelle manière de concevoir les droits de télé. Et ça, à échéance, ce que ça signifie concrètement, et ça nous rappelle quelque chose qu'on s'est dit, toi puis moi, 1000 fois plus tôt qu'une, Gilles. Tôt ou tard, les réseaux de sport spécialisés dans la retransmission de matchs de sport ne retransmettront plus de matchs de sport. Simplement parce que tous les droits ont été achetés par Amazon qui a acheté le soccer français. Tu as peut-être vu la semaine dernière, on parlait de Paramount, justement d'ailleurs, Tom Cruise. On a acheté les droits de la Ligue de cricket en Inde. Là, j'entends des gens dire la Ligue de cricket en Inde. Ça doit être petit, ça. Ça ne doit pas être gros. C'est une des plus grosses ligues professionnelles au monde. C'est juste qu'on ne suit pas le cricket ici, je le sais. Et dans le cas de Disney en particulier, ils ont étampé un chèque de 3 milliards de dollars pour ça. Alors, je te rappelle que la MLS, pour 10 ans, est à 2,5. Alors, les crickets, plus sérieux que vous pensez. Et ça veut dire qu'à la télé traditionnelle, tôt ou tard, il y aura presque plus de sport, en tout cas comme on le connaît actuellement. Et ça veut dire aussi une partie des revenus de publicitaires qui vont se déplacer de la télé, mettons, locale, appelons-la comme ça, à quelque chose qui s'appellerait le streaming. Et je lisais là aussi en fin de semaine dernière, Netflix, les ventes de pubs sur Netflix, là, parce qu'ils ont commencé à faire le pitch aux annonceurs, ils sont capables de te dire le profil psychologique de chaque type d'émission. Je ne sais pas si tu... Alors, c'est plus l'âge, là. C'est pas l'âge ou le revenu ou la localisation géographique, c'est le profil psychologique à partir de ce que tu consommes comme produit. L'algorithme te permet de faire ça. Et c'est ça qui pitch aux annonceurs. Il dit, si vous voulez rejoindre tel type de public, voici, puis vous avez tel type de produit à vendre, voici tel genre d'émission qui pourrait faire ce travail-là. Et ce qu'on nous dit, c'est pour ça que je suis sûr que je ne ferai pas de prédiction boursière, mais la pub sur Netflix, ça va marcher. C'est ça que je te prédis. OK. Dis-moi, il y a tellement d'interventions. Moi, je voulais te parler j'avais les droits de télé. De quoi je voulais te parler exactement? Ah oui, excuse. On parle de droits, puis on parle de guerre entre les grands. Là. Apple, Netflix, Amazon et les autres. Et Google, tout ça, peu importe, parce que des fois, il y en a que c'est la même compagnie, mais peu importe, les marques sont là. Alors, l'importance qu'ils ont, sachant que dans le cas voyons, Netflix, on va en parler plus tantôt, mais ce qui a été frappant pour Spotify, ça, moi je ne savais pas, j'ai lu là-dessus, probablement que tu en as déjà parlé toi aussi, Spotify, à un moment donné, il y a eu une guerre assez importante avec Apple pour les balados. Au début, les balados, les podcasts étaient beaucoup plus Apple. À un moment donné, Spotify a pris une grande décision. Ils ont dit, nous autres, on va signer Joe Rogan, 100 millions. Ça rappelle... Oui?
200. 200, OK, bon. Oui, il avait Bon. annoncé 100, Ouais, mais c'est quoi 100 millions? puis récemment, ils ont dit, écoutez, c'était pas 100, c'est 200. Mais effectivement, à l'origine, ils ont absolument annoncé qu'il Mais ce que ça a s'agissait. fait, c'est que les gens du Spotify ont dit non seulement c'est un bon investissement, c'est un des meilleurs coups qu'on a fait récemment, et ça a viré bout pour bout l'écoute. Oui, Apple a vraiment souffert beaucoup de l'impact du catalyseur qu'a été Joe Rogan pour le podcast, puis on sait que c'est une des formes de diffusion les plus en croissance, le podcast, là, sur la planète. oui, il y a même des gens qui prétendent que c'est sur le point de devenir le média numéro un. Tu avais des chiffres là-dessus. Statista, pour ceux que ça pourrait intéresser, Mhm. ont publié très, très récemment des chiffres là-dessus. Ils s'approchent. Et dans le cas de Joe Rogan, puisque tu me donnes cet exemple-là, je vais encore te faire le lien avec notre premier sujet. Quand on a voulu le faire disparaître des ondes à cause d'un ou deux propos qu'il avait pu tenir, comme si on n'était plus capable aujourd'hui d'entendre quelqu'un qui raconte quelque chose avec lequel on n'est pas d'accord, c'est-à-dire ça nous choque, Oui, puis on est fâché, 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 puis on a de la misère à dormir. Euh, le problème de Spotify, c'est qu'à l'interne, ils ont regardé les chiffres, et les chiffres à ce moment-là n'ont pas reculé, ils ont augmenté oh, de un. Puis deux, c'est là qu'on a appris, effectivement, que Joe Rogan n'avait pas été payé 100 millions, mais 200 millions de dollars. Et ça marche tellement que, oui, pour le meilleur et pour le pire, même si à l'interne, on pourrait avoir 3-4 employés qui ont de la pépine, même chose pour Netflix, ils ne sont pas capables de le faire disparaître parce que pour n'importe qui a écouté Joe Rogan, sérieusement, là, au-delà des grands titres dans les journaux, il reçoit un des invités extrêmement intéressants, des auteurs, et il lance dans toutes les directions, hein. Tantôt il est à gauche, tantôt il est à droite, complètement. Gilles. Il Pour ceux qui le réussit. suivent Ben vraiment, là, oui, pas, ben pas pour oui. ceux qui le suivent dans le journal, là, mais Non, non, mais il réussit, Luc, moi je trouve, à être monsieur, madame, tout le monde, alors qu'on sait qu'il est extrêmement vif et intelligent. Là. Mais il oui, est tout le temps au premier niveau pour qu'il soit accessible. Il est tout le temps accessible. Tu suis ça. Puis il parle avec un neurochirurgien, puis il va y aller, puis il va pousser, il va être intéressé, il va poser la question que tu voudrais poser. C'est un intervieweur de marque. Puis quand on sait son passé, c'est ça qui est drôle, tu sais. Qui était dans la lutte, qui était un acteur de série C, oui, finalement. qui est humoriste. Oui, puis après, ça n'enlève rien. Puis il fait encore du stand-up. Fait que, tu Oui, sais, il fait c'est tout encore un du stand-up. phénomène. C'est tout un phénomène. Oui, je voyais à Vegas prochainement, il est là, tout s'est vendu en Ben l'espace oui. de quelques minutes. Et c'est quelqu'un qui c'est un érudit sur le plan aussi de la culture générale. Il est exceptionnel, là, parce qu'effectivement, tu interviews un neurochirurgien, puis le lendemain, tu es dans l'humour, puis le surlendemain, tu es dans Ouais. prof d'université qui enseigne tel truc. Je sais qu'il y en a deux ou trois qui l'aiment bien. Puis le surlendemain, tu es dans le sport. Et il performe dans tous ces sujets-là. Alors, sur ce plan-là, ben, et c'est l'avantage du podcast. Moi, je continue à penser qu'il y a un gros marché pour des gens qui veulent écouter, des gens qui donnent un certain contenu. Je pense ça. Et qu'on est peut-être moins bien servi actuellement dans la radio classique, là-dessus. La preuve, c'est que la plupart des entrevues maintenant durent 4 et 5 minutes. Puis, moi, je voudrais te faire à croire qu'on est capable de donner l'essentiel d'un sujet en 4-5 minutes. On peut le faire, mais on passe nécessairement toujours à côté de quelque chose. C'est autre chose. Puis en même temps, on est obligé de se ramener à un élément. J'en parlais à mes fils. Il y a toujours un ami, puis je suis certain que c'est pareil. Tu es avec ta femme, puis vous allez faire un tour chez les amis, puis vous dites hey, t'écoutes ça, je sais pas, Lincoln Lawyer. Ah, c'est bon, puis l'autre est telle série. Fait que finalement, on se rend compte qu'on est on manque de temps. Fait que c'est extraordinaire. Vois-tu, la guerre entre les réseaux, la guerre entre Apple, entre Amazon, entre Netflix et les autres, amène des productions exceptionnelles. Ils ont des moyens exceptionnels. Mais tu te rends compte que tu n'auras pas assez d'une vie pour voir ce qui pourrait t'intéresser ou ce dont tes amis t'ont parlé, même cette année. Oui, et à plusieurs égards, on est comme dans ce que j'appellerais l'étape 3 du streaming, hein. L'étape 1, c'était Netflix qui est seul. Oui. Alors, évidemment, il occupe 100% du marché, tout va bien. Et on peut, dans une conférence téléphonique avec les investisseurs, échapper un nous n'avons pas de compétiteurs. Et évidemment, ce qui est un signal d'alarme Oui. pour moi, parce que tu as Oui. toujours des compétiteurs. Nous avons, toi, moi, tout le monde qui nous écoute, tout le monde a des compétiteurs dans la vie. Alors, Netflix dit on n'en a pas, mais ils étaient seuls. Effectivement, sur le plan du streaming, ils étaient techniquement seuls, mais ils avaient des compétiteurs. Ça pourrait s'appeler les réseaux de télévision Mhm, conventionnels, ça mhm. pourrait s'appeler Spotify, tout ce que tu peux faire autre chose que de regarder un film sur Netflix. L'étape 2, c'est la compétition. Disney Plus. Alors, c'est l'histoire de Disney qui met ses films sur Netflix, puis un matin, quelqu'un lève la main en disant hey, c'est parce que
on est en train de prêter nos films à Netflix. Ils nous donnent des sous, ils gardent le data, ils en savent plus sur nos consommateurs que nous, on en sait sur les nôtres. Et puis, ils sont en train de monter leur business pendant que la nôtre... Donc, c'est un modèle qui ne marche pas oui. pour eux. Et là, ça n'a pas de sens. Après ça, c'est Apple TV+. Après ça, c'est Amazon qui vient d'acheter les droits de MGM. Tu as vu qu'on aura une télé-réalité James Bond à la rentrée. Moi, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Tu as HBO Max, les films. Crave TV au Canada. Oui. Peacock. Paramount Plus, dont je te parlais un petit peu plus tôt. Alors, ça, c'est l'étape 2. Puis l'étape 3, ben, comment on se différencie? Ben oui. Ben, on va acheter les droits des ligues de sport. Puis on ne va pas aller chercher notre idée loin. Qu'est-ce qui tient en vie les forfaits de télé traditionnels? C'est les réseaux de sport. Qu'est-ce qu'on va faire? On va s'inspirer de cette recette-là. On va acheter les droits sur les différentes ligues de sport. Puis on va, d'une part, affaiblir un compétiteur, qui est la télévision traditionnelle. Puis deux, ben, on va se différencier des compétiteurs d'à côté parce que Netflix nous a dit qu'ils n'iraient pas dans le sport, même si techniquement, ils sont dans la, mettons, la docu-réalité de F1. Là. Mais dépêchons-nous. Tant qu'ils n'iront pas, on est seul. Si bien qu'on se retrouve aujourd'hui avec les droits de la NFL qui vont se rejouer en partie, pas tous les droits, mais certains droits. Il y a Amazon et Apple qui seraient en avance. Et puis, pour tout le reste, ben, c'est le même genre de défi. Dès qu'il y a une nouvelle ligue qui a quelque chose à vendre soudainement de droit, ben, c'est ou Apple ou Amazon qui va arriver puis qui va dire comment ça coûte, puis qui vont toujours le donner. On est dans un moment, un autre, il me semble qu'il y en a beaucoup depuis quelques années, charnière. Tu sais, je réfléchis à ce qu'on vient de dire depuis 10-15 minutes. La télé et la radio traditionnelle sont en mouvement d'une rapidité incroyable. Bousculé pour la radio par les podcasts, par les balados, et par la télé, par tout ce qui est possible de faire. Puis même, pour revenir 2 secondes au podcast, évidemment, j'en fais depuis 2 ans, je ne suis pas un précurseur, là, mais je lis là-dessus. Mais au Québec, tu es dans... Ben, je fais partie, mais mettons, Jeff Fillion, ça fait 15 ans. Là, Jeff, la francophonie. Oui, je suis d'accord, mais je mettrais Jeff... Avec des chiffres aussi, on peut souffler un peu dans ta trompette. Ah oui, régulièrement dans le top 25. Avec Elon Musk, tu étais quoi? Tu es monté à 13e? 13e au Canada, oui, effectivement. Canada, français, anglais, là, en compétition avec tout le monde, là. Non, il y a des moments où, effectivement... Mais ce que je disais, c'est que je voyais... Tu connais bien le Britannique Ricky Gervais, qui lui a décidé de faire... Puis j'ai dit, c'est peut-être un modèle, c'est pour ça que je t'en parle, parce que de toute façon, à chaud, tu vas me dire ce que tu en penses, mais lui a décidé de faire des entrevues avec des personnages qui sont très différents de lui. Lui, c'est un humoriste, mais tu sais, il aime beaucoup provocateur, polémiste, avec des gens qui sont d'un autre monde complètement, des scientifiques ou n'importe quoi. Puis il fait des séries de podcasts, mettons, de 1 heure en bouquet de 7 émissions, un peu comme Netflix qui a 10 épisodes, 8 épisodes. Tu comprends? Il fait vraiment le modèle Netflix qu'on connaît pour la télé, pour le visuel, puis il le fait pour les podcasts. Puis quand tu veux avoir ça, ben, tu payes tant. 4,99 livres, puis tu vas avoir les 8 épisodes. Puis si tu t'engages à prendre les 2 saisons, ben ça va te coûter juste 6,99 livres. Fait que là, je me dis, OK, ce qu'on est en train de vivre, ce que nous vivons avec Netflix, Crave, à un moment donné, même, on se pose la question, on dit, est-ce on les veut tous, là, à 10 pièces par mois chacun, Christy? On va être rendu à 100 pièces. Fait que là, il faut enlever, tu sais, on peut pas payer 400 pièces de divertissement par mois, là, à un moment donné. D'où l'arrivée du sport. Et voilà, OK. C'est ça. Mais en tout cas, tu vois la nouvelle tendance que Gervais essaie d'installer, puis c'est quand même un gros nom en Angleterre, c'est de faire comme Netflix, faire des packages, puis les gens payent pour ça, puis ils n'ont pas de pub, puis tout, bing bang, sauf des commanditaires qui vous disent on vous souhaite une belle écoute. Non, oui, il y aura toujours un public pour pas de pub, puis il y aura toujours un public pour je voudrais payer moins cher. Et voilà. Et c'est pour ça que les deux existent. Oui, c'est pour ça que les deux existent. Et c'est pour ça qu'à peu près, mettons, 50% des gens qui sont sur Netflix actuellement disent moi, j'aime ça, pas de pub, puis je suis prêt à payer ça, puis je vais continuer à payer ce montant-là. OK. Il y en a à peu près la moitié qui disent sais-tu, si tu m'enlevais 3-4 piastres, si tu me demandais j'accepterais peut-être au début de la série, au bout du 3e épisode, là, on ne parle pas évidemment de la télé là, avec quelque chose aux 12-13 minutes, là, mais on parle vraiment de... Mais... Il y a un marché pour ça. Je vais avoir ton opinion parce que celui qui nous frappe le plus dans l'intervention puis l'interruption, c'est YouTube. Tu es d'accord? Tu écoutes YouTube, tu es en train de regarder une vidéo, puis tout à coup, là, il te marque dans le bas, pub dans 3, 2, 1, 0. Puis... Bon.
Moi, j'ai deux questions là-dessus. Est-ce que ça marche? Puis deuxièmement, une pub qui dure 30 secondes habituellement, qu'on nous montre 4-5 secondes, puis là, c'est marqué, vous pouvez sauter la pub. C'est pas très long qu'on pèse dessus, là. Est-ce que le 4-5 secondes marche pareil? Ils vendent-tu le même prix? J'essayais de comprendre comment ça se vend, ça. Comment ça marche? Non, ça? ils ne vendent pas le même prix. OK. Le nombre de produits, là, si on les faisait. Bon, en gros, là, je veux juste savoir l'idée, comment ça marche, là. Je n'ai 7-8, je te le dis de mémoire parce que je viens de sortir un livre qui porte sur le placement média, mais aux États-Unis. Je l'ai écrit en anglais, là. Et j'ai un chapitre dans lequel j'aborde ça, là. Mais de mémoire, il y en a 7 ou 8. Et puis, je te rappelle que là aussi, dans le cas de YouTube, tu peux acheter le forfait sans pub. Et tu peux acheter le forfait avec publicité. Moi, depuis que j'ai le forfait sans pub, parce que j'ai pris le forfait sans pub pour la télé intelligente que j'ai connecté, je suis capable, le soir, juste avec l'algorithme et les suggestions, de m'amuser pendant des heures et des heures. Hein. YouTube me connaît assez, Gilles, qui m'arrive parfois avec des trucs extrêmement pointus et il est dans le mille. Auquel tu n'aurais jamais pensé. Des trucs auxquels j'aurais jamais pensé et c'est ça. Parce qu'on a chacun nos, j'allais dire nos bizarretés, là, mais on a chacun nos goûts. Hein? Pas obligé de te dire, là. Moi, je veux que les gens restent dans le podcast. Oui, dis-nous pas tout ce qu'ils t'ont suggéré. Non. Effectivement, je ne veux pas vous faire peur. Ouais. Mais c'est ça, on a chacun nos trucs. Et YouTube, ben, c'est le pain et le beurre de Google. YouTube qui avait été acheté 1,65 milliard. Ça ne nous semble pas cher aujourd'hui avec le potentiel. Es-tu d'accord? C'est un vol. Okay. Mais dans le temps, ça passait pour être malade. Mais c'est un vol. Après la pub sur Google, au sens classique du terme, l'engin de recherche, c'est ce qui génère le plus de fric. Et il y a beaucoup de gens qui pensent qu'éventuellement, Google va scinder l'entreprise en disant pub d'un côté, ceci d'un autre côté, puis cela d'un autre côté. Dis-moi, parlant de pub, là, on parle souvent du national quand on parle de pub, des grosses compagnies comme ça, mais est-ce que Amazon, Apple, ces grands-là ont la technologie pour venir nous vendre de la pub locale, comme le fait Google, par exemple? Oui, ils l'ont. Et au moment où on se parle, c'est l'autre secret bien gardé. Et c'est une nouvelle très, très récente. La question que tu poses, c'est très, très, très récent. Amazon a commencé à travailler sur la pub locale. Oh! Ils s'en viennent. Oh! Je le sais parce que je fais des affaires sur Amazon et Amazon m'avertit évidemment de ce qui s'en vient. Ben oui. Alors moi, je suis juste un consommateur sur ce plan-là qui regarde ça puis qui voit ça passer. Parenthèse aussi, depuis que Amazon a eu ses petits problèmes récemment, là, on a construit trop d'usines. Puis on a engagé, en fait, d'usines, non pas d'usines, mais d'entrepôts, pardon. Oui. Et on a engagé trop de monde parce qu'on pensait que l'après-pandémie garderait le même tempo, là, et ce n'est pas tout à fait le cas. On s'est retrouvé avec trop d'employés, en d'autres mots. Là. Beaucoup de forfaits coûtent un petit peu plus cher sur Amazon. Alors, je te confirme que les revenus, la prochaine fois, vont être surprenamment plus élevés, en tout cas, selon ce que je peux comprendre de ce que je reçois comme message. Mais même Apple, avec son nouvel iOS, à hauteur de 80% des gens, je le rappelle, à peu près là, selon les plateformes, ont dit « je ne veux plus être suivi ». Alors, sur le coup, on a dit merci à Apple de nous protéger de la publicité. Mais ce qu'on a appris depuis, c'est qu'Apple a commencé à vendre la pub. Alors, par exemple, Apple Fitness, je ne sais pas si tu as quelqu'un chez toi qui est là-dessus. Moi, j'ai quelqu'un qui est là-dessus. Non. Tu t'entraînes. En même temps, tu as ton battement cardiaque à l'écran. Alors, une espèce de. Tu prends ta. Je sais pas, là, tu es sur ton forfait Apple Fitness. Tu me suis? D'Apple. Tu mets ça sur l'écran avec ton projecteur multimédia ou peu importe ton truc maison, dans ton sous-sol. Tu mets ta montre parce que tu veux lui dire je m'entraîne, donc tu vas mesurer mon battement cardiaque. Et tout ça apparaît à l'écran. Alors, sur le plan statistique, là, c'est quelque chose qui autrefois était réservé à des gens qui avaient des milliers de dollars à investir dans des équipes sportives. Là, hein. Je ne sais pas, les Flyers de Philadelphie ou autres, là, qui ont été des précurseurs là-dedans. Mais aujourd'hui, ben, c'est quelque chose que tu peux avoir dans ton sous-sol. Alors, Apple va commencer à vendre la publicité sur Apple Fitness. Alors, plutôt des produits d'entraînement, tu peux le présumer, ou des produits alimentaires santé. Qui vont mettre en vedette des entreprises autour de chez vous, là, c'est ça? Après ça, Apple App,
les applications. Ils sont en train comme ça de vendre la pub. La dernière fois que j'ai vérifié, là, pour la dernière année, c'était autour de 1,5 milliard. Amazon est en train de devenir un très gros joueur aussi. Chaque fois que tu cherches quelque chose sur Amazon, puis qu'on dit ceux qui ont acheté ceci ont acheté cela, Ouais. c'est une pub. Ce qui sort en premier, c'est une pub. Ce qui sort avec voici ce que nous, on pense qui est le bon produit, c'est une pub. Tout ça, c'est des pubs achetées, là. Tous les espaces que tu vois quand tu cherches quelque chose maintenant sur Amazon, à peu près là. À peu près tous. Les espaces en haut, sur le côté, là. OK. C'est des espaces qui ont été achetés, qui ont été vendus là, sur le plan Vous publicitaire. pourriez aussi aimer ceci. Oui, c'est ça. Et c'est pour ça que ça t'est peut-être déjà arrivé que tu achètes, je sais pas, moi, un livre, puis on te dit, t'aimerais peut-être une balayeuse. Puis tu te dis, je comprends pas la balayeuse. Je fais pas le lien avec le livre que je viens d'acheter. C'est parce que parfois aussi, on achète sur le plan très, très large certaines de ces publicités-là. Alors, le prochain truc qui s'en vient, en d'autres mots, c'est non seulement ces joueurs-là qui achètent le sport, mais ces plateformes-là, alors je parle d'Apple, Amazon, Netflix, Disney, juste pour être sûr qu'on nous suit toujours, c'est ces plateformes-là qui vont nous vendre la publicité. Et Amazon travaille actuellement sur un système de vente de publicité locale, pas de publicité nationale, de publicité Mais c'est peut-être locale. pour ça aussi, Luc, que des fois, tu as un abonnement pour rentrer, pour avoir un service, puis ils vont dire, écoutez, vous pouvez continuer avec votre Google ou votre Facebook, donnez-nous juste votre courriel, puis tout est beau. Donc, autrement dit, eux autres, probablement que la pub va être plus payante à moyen et à long terme que juste l'abonnement que tu prendrais. Est-ce que c'est ça Oui, qui explique que des fois, certainement. tu peux skipper l'abonnement à 7 piastres si tu donnes ton courriel parce que tu ouvres une porte, là? Oui, c'est possible. Dès que tu leur donnes un numéro de téléphone pour t'envoyer aussi Oui, oui. une façon de confirmer que tu es bien la personne que tu prétends être, à certains égards, tu viens de leur dire où tu es, n'est-ce pas? Si c'est un 418, ben, je pense qu'il est dans la région de Québec. J'avais une Alors, question concernant TikTok, parce que moi, je suis pas oui, là-dessus, mais je sais que j'allais dire les enfants, oui, mais peut-être même des enfants trop jeunes, mais beaucoup de gens sont sur TikTok. Mais est-ce que TikTok est seul ou il va y avoir de la compétition? Si tout le monde finit par avoir de la compétition, mais TikTok me semble quelque chose. À qui ça appartient, TikTok, en passant? oui, en fait, on est une entreprise chinoise, c'est OK. Tencent. Là, je ne sais pas si je le prononce comme il faut, là, mais c'est parce que je l'entends tellement plutôt en anglais. Mais Ben oui. et tu as peut-être vu là aussi qu'on a appris que probablement que la plateforme TikTok t'écoutait en Amérique du Nord depuis déjà quelques mois, pour ne pas dire quelques années. OK. Quelque chose qui est passé relativement inaperçu dans Très notre intrusif, pays. c'est ça? Oui, très, très rapidement. Sans surprise, en tout cas, moi, c'est pas quelque chose qui m'étonne. Je te rappelle que Donald Trump, à une autre Mhm. époque, avait dit on aimerait peut-être ça que ce soit une entreprise nord-américaine qui possède ça. Et quand la nouvelle est sortie il y a quelques jours, parce que c'est très, très récent tout ça, très rapidement, on nous a annoncé que c'est Oracle qui gérait la banque de données ou la base de données en Amérique du Nord. Alors, c'est probablement pour éviter le problème, parce qu'il fallait effectivement que ces gens-là nous écoutent au quotidien. Je ne sais pas. Il y a des gens Non, que ça ne ben gêne non, pas là, du tout, probablement, qui nous écoutent. ils n'ont rien caché. Personnellement, ce n'est pas mon meilleur truc. Je ne suis pas sûr que je veux qu'on farfouille dans mes affaires comme ça. Alors, TikTok, ben, qui est le gros joueur sur le plan publicitaire en croissance, qui fait tellement mal à Facebook que Facebook est en train de copier TikTok. N'ayons pas peur des Avec son mots. Instagram? Avec son Instagram. Et qui réussit relativement bien, je dois OK, dire. OK. C'est un bon travail. Mais la confrérie des créateurs hors pair, elle est encore sur TikTok. Hein. Ça me rappelle toujours que je crois t'avoir déjà dit que mes meilleurs étudiants les plus créatifs au début des années 90 rêvaient de devenir publicitaires. Et aujourd'hui, ils rêvent d'être, mettons, idéateurs sur TikTok. Quelque chose comme ça, là. Ah oui? Oui, les plus créatifs, là, c'est ça qui les anime. Et tu t'es certainement déjà enfargé sur des petits bouts de films sur TikTok. Il faut Ben oui. reconnaître que dans certains cas, c'est des petits bijoux. Hein. Il y a des trucs qui sont tellement bien montés, Mais tellement bien Et juste les ficelés. cellulaires. Es-tu d'accord que, tu sais, tu Oui, disais la technologie nous pousse plus loin, nous permet de faire des choses qui auraient coûté des millions. Tu sais, c'est effrayant tout ce que tu peux faire avec la qualité d'une vidéo, les ralentis, tout ça. On aurait dit ça il y a 15 ans, même pas, il y a 10 ans, que tu vas avoir ça sur ton téléphone, pour ton téléphone que tu utilises à temps par mois. Tu as toutes ces fonctions-là qui sont tout le temps bonifiées. C'est complètement fou, là, complètement fou. oui. J'ai même entendu quelqu'un dans le domaine du cinéma récemment dire on pourrait maintenant tourner des films avec le dernier téléphone d'Apple. Il serait correct. Le film serait correct. Là. Il ferait la job sur le plan, effectivement, des effets spéciaux, des ralentis, etc. Là. On pourrait faire quelque chose qui serait franchement remarquable. Et je suis convaincu qu'il y a quelqu'un qui va le faire. Hein. Ah Un ben peu oui. comme, souviens-toi, au tournant de 2000, tu avais le projet Blair. Je ne sais pas si tu te souviens de Blair ça. Witch Project, ben oui, Oui, 42 pièces.
Exact. Tourner avec une espèce de petite caméra à l'épaule, ça se peut-tu, quelque chose comme ça. Et puis on avait laissé filer l'idée selon laquelle c'est peut-être une vraie histoire. Bon, ça s'appelle du marketing, là. Mhm. Mais parce que ça n'en était pas une, je le précise. Le deuxième n'a pas marché justement parce que les gens ont dit, vous allez m'avoir une fois, mais vous m'aurez pas deux fois. Mais le film avait très bien fait le travail. Et je rappelle que c'est le premier film qui a fait la démonstration que l'on pouvait lancer sur Internet un nouveau film, faire le marketing à peu près entièrement sur Internet et que ça marcherait. La recette d'aujourd'hui, c'est la recette du Blair Witch Donc, Project, ça a si je été me souviens bien. précurseur, vraiment. Oui, ils ont été précurseurs, oui, certainement, certainement. Moi, c'est de mémoire, c'est le premier. Comme la première fois qu'on a ralenti Internet, c'était la parade de Victoria's Secret. Mhm. Ben, la première fois qu'on a lancé un film sur Internet avec une stratégie marketing Internet sur le plan cinématographique, c'est ce film-là. J'ai deux petites questions pour finir notre entretien avant de nous laisser profiter de l'été. D'abord, le conflit en Ukraine, pas parce que je veux qu'on parle du côté politique et même socialement difficilement acceptable, mais je voulais qu'on parle toujours dans l'angle marketing de la réouverture des McDo russes, mais sans McDo, mais avec toute l'image. Je me disais techniquement, puis administrativement, puis juridiquement, est-ce qu'il y avait le droit de faire? Parce qu'on a tout fermé les McDo en Russie, puis là, ils disent on les rouvre avec des nouveaux propriétaires. Y a-tu une entente avec McDo? Ils ont-tu le droit de faire ça? Ça m'intriguait un peu. Oui, ce qui s'est passé, c'est que là, j'ai pas les chiffres devant moi du nombre de McDonald's, mais ce que je peux te confirmer, c'est qu'il y a plus de PFK en passant que de McDonald's de mémoire. Mais pour ce qui est de l'entente comme telle, là, c'est un des franchisés qui était originaire de la Sibérie, qui en possédait quelques-uns, de OK. McDonald's, là, en l'occurrence, qui a acheté l'ensemble de tous les McDo. OK. Et pourquoi c'est possible de le faire dans ce cas-ci? C'est que McDonald's ici possédait les McDo en Russie. Plutôt, je ne prétends pas qu'il n'y avait pas quelques franchisés, mais c'est McDonald's qui possédait la plupart des cases, la plupart des restaurants comme tels. Et c'est ça que McDo a vendu OK. littéralement. Alors, OK. dans ce cas-ci, ce que ça signifie, c'est qu'ils s'en vont pour le vrai. C'est à ma connaissance une des premières entreprises qui non seulement a levé la main en disant on ferme boutique, mais dans ce cas-ci, on On s'en va. ferme boutique définitivement. C'est pas, c'est différent de dire on ferme là, mais on va peut-être revenir. Et c'était la position initiale du groupe, comme de l'ensemble de toutes les entreprises qui avaient décidé de quitter la Russie. Mais comme le conflit s'étire, sur le Mhm. plan des valeurs, sur le plan de la responsabilité sociale, sur le plan de l'image, sur le plan du branding, ça devient soudainement à peu près insoutenable. Et la première entreprise qui a levé la main, et c'est tout en son honneur, Gilles, hein, c'est McDonald's. Souvent, on les pointe du doigt là, de Oui. façon un peu méchante. Ben, je suis obligé de te dire que dans ce cas-ci, c'est les premiers qui ont levé la main. Lorsqu'ils ont levé la main, tous les autres après ont dit on y pense, pas tout de suite, parce que c'était très audacieux de dire Mhm. on ferme boutique. J'ai souvenir de Starbucks, j'ai souvenir de justement Burger King, de PFK. Tous les autres avaient chacun leur excuse. Tantôt, c'était des investisseurs étrangers qui possédaient les droits de. Tantôt, c'était on y Mhm. pense. Tantôt, on ne peut pas parce que c'est des franchisés, on va leur faire mal. Alors, dans ce cas-ci, McDonald's a levé la main. Dans ce sillon-là, tous les autres, en fait, à peu près tous les autres ont dit OK, finalement, on va s'en aller. Je pense à American Express, à Visa, à Mastercard, à IKEA, à Pepsi, à Coca-Cola. Alors, tous ces joueurs-là ont quitté. Et puis, là, tu as très récemment McDonald's qui dit, non, dans le fond, nous, Mhm. non seulement on quitte momentanément, mais on quitte On reviendra plus. définitivement. Et c'est un grand symbole parce que autant c'était un grand symbole d'ouvrir un McDonald's au début des années 90 à Moscou, autant c'en est un autre très grand de dire on ferme boutique. On a repris déjà sous un autre logo. Je ne sais pas si tu as vu le nouveau logo. Il Oui. ressemble étrangement au logo du Marriott en passant, Ah oui. de la chaîne Oui, c'est d'hôtels. Si vrai. C'est jamais très vrai. Ben oui. oui, tu vous regarderais ça là, après le podcast, mais il ressemble beaucoup. Et on peut présumer que beaucoup de joueurs dans ce sillon-là vont dire, OK, nous aussi, finalement, on ferme. On ne voit pas le bout de ça, hein. C'est un Ah, conflit ben là, on se qui, rend somme compte que toute, la devrait guerre va durer. peut-être la guerre va peut-être durer quelques années. Là. Comme dans bien des cas. Tu sais, au début, on se disait, ben, sais-tu, je faisais un lien tout à fait maladroit avec la pandémie. Quand on est arrivé en mars 2020, on s'est dit, bon, une couple de mois, puis ça va être passé. Finalement,
Tu sais, même là, au Québec, même si la période estivale arrive, les cas augmentent encore. On voit bien, là, on a ouvert la machine, puis bon, il va falloir vivre avec. Ça va Oui, être il va vrai, là. falloir vivre avec. C'est Ça, ça. c'est clair. Fait que c'est la même chose avec ça. La guerre, moi, je pensais, puis de façon maladroite, là, dans le fond, puis méconnaissance totale, ça va durer une couple de... Mais là, le fait que les Alliés se trouvent à fournir des armes, puis on se comprend-tu que ça peut être long, là. Puis c'est tragique aussi. Fait que probablement que ces compagnies-là, à un moment donné, ils se disent, regarde, c'est inacceptable ce qu'on fait à la nature humaine en Ukraine. Fait que c'est pas acceptable pour le public. Il faut que ça soit pour notre compagnie aussi inacceptable, dans le fond. Oui, et chapeau à McDonald's d'avoir été Oui, la les première premiers. à sonner la cloche. Parce qu'ils sont souvent les Parce que, premiers à se faire varger dedans, t'as raison. oui, où est-ce qu'on en serait aujourd'hui, je ne le sais pas. Mais ils ont été les premiers à lever la main et ils perdaient du vrai cash. Hein. Ils perdaient 50 quelques millions, 50 à 55 millions de dollars par mois. Ils avaient accepté de continuer à payer les employés. Et dans l'entente qu'ils ont avec le franchisé, qui a acheté donc de Sibérie, qui a acheté l'ensemble des cases, le franchisé s'est engagé, un, à éventuellement ouvrir tous les restaurants et deux, à garder tous les employés. Ils sont 65 000 et à les payer. Alors, vois-tu comment? Oui. Maintenant, est-ce que le nouveau franchisé va le faire? Ouais. C'est autre chose. Ouais. Puis là, c'est plus du contrôle puis du ressort de McDonald's. Mais ils avaient exigé ça dans le contrat. Alors, encore une fois, force est de constater que sur le plan strictement humain, ils ne pouvaient pas faire plus que ça. Tu ne peux pas faire plus que ça. Non, pas vraiment. Tu dis, vous les ouvrez tous et vous payez tout le monde et vous les payez pendant au moins 2 ans. C'est ça l'entente? Mm-hmm. Ben, je trouve ça remarquable. Franchement, moi, je leur lève mon chapeau. Dernière question sur Netflix, parce que tu l'as évoqué tantôt, tu as ouvert sur Netflix jeudi dans des conférences, on n'a pas de compétition. Est-ce que je comprends qu'aujourd'hui Netflix est attaqué un peu plus puis qu'il a relevé la tête? Est-ce qu'on commence à attaquer Netflix parce qu'ils ont augmenté leur prix eux autres comme tout le monde? Là? Puis la compétition s'en vient. Est-ce qu'ils sont, sans dire chambranlés, est-ce qu'ils sont à risque? Ils sont sonnés. Ils sont sonnés? OK. Je pense qu'ils ont compris qu'ils avaient des problèmes sur le plan des contenus. On évoquait notre sujet de départ, tous les contenus woke. Il y a un travail qui va devoir se faire de ce côté-là. Ça ne peut pas être juste ça. Tu sais, ça ne peut pas être juste des films de kung-fu. J'ai dit autrement, là. Tu sais, ça ne peut pas être une plateforme juste des films de kung-fu. Il faut que ça soit autre chose. Sinon, tu vas avoir un problème. Tu as de la compétition, diversité, des moyens, le choix, le prix du forfait, les contenus. Tout ça fait que soudainement, on est dans un environnement que je qualifiais un petit peu plus tôt, mettons qu'on serait dans la séquence, l'époque 2 ou l'époque 3, là, tu décideras, mais à partir du moment où il y a des gens qui décident d'aller faire fouiller dans le domaine du sport, Netflix, tôt ou tard, n'aura pas le choix d'allonger les sous, mais le Netflix de la génération 1 t'aurait dit jamais nous n'irons là. Mm-hmm. J'ai souvenir de ça, de Netflix qui dit c'est pas quelque chose qui nous intéresse. Et là, les droits de la Formule 1 seront en vente prochainement, après cette saison-ci. Et Netflix a dit, on est déjà dans la Formule 1 docu-réalité. Qu'est-ce qui nous empêcherait d'acheter les droits? Ah, un petit pas de plus. Vois-tu? Oui. Parce que jusqu'à tout récemment, ESPN aux États-Unis payait 4 millions de dollars par année pour les droits de la Formule 1. Quand j'ai vu ce chiffre-là, j'ai dit non, il manque un zéro, il en manque deux, il manque des chiffres avant. Tu sais, des fois, tu tapes vite, là, puis tu peux te tromper, l'erreur est humaine. Ben, c'est ça. C'était 4 millions par année. Alors, 4 millions par année, au moment où on se parle, ça s'appelle un vol. ESPN est conscient de ça. Ils ont dit, on le sait que ça ne sera pas ça la prochaine fois. Moi, je pense que la prochaine fois, ça va être 75, 100 millions par année. Alors, ils vont être obligés de faire un autre chèque. Mais pendant ce temps-là, et Disney, et Apple, et Amazon ont dit, ça nous intéresse, nous autres aussi. Oh, l'assurance. Et là, quand Netflix a vu ça, Netflix a dit, savez-vous quoi? On va y penser, nous autres aussi. Alors, on est dans ces eaux-là. Moi, c'est quelque chose que je trouve extrêmement excitant. Il y a des gens qui vont dire, oui, mais qu'est-ce qui va arriver au réseau de télévision classique? Ben, je répondrais qu'autrefois, on se déplaçait en calèche. Mais la calèche d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui pourrait ressembler à ça. Si le CRTC, par exemple, décidait d'empêcher ça, ben, le problème, c'est que c'est comme ça que les gens consomment la télévision aujourd'hui. Avant que la MLS signe avec Apple, ils se sont posé la question, les gens qui regardent le soccer en Amérique du Nord, est-ce qu'ils sont au courant que le streaming existe? Et la réponse qu'ils ont découvert, c'est 82% des fans de soccer ont dit, on en fait déjà du streaming pour voir des matchs de soccer, tantôt la Première Ligue,
tantôt la Ligue Ouais. 1, OK. etc., le soccer français, le soccer italien, le soccer espagnol, évidemment, qui est très réputé, toutes les ligues que l'on connaît là-bas. Alors, ils se sont dit, ils sont rendus là. Puis l'autre question qu'ils ont posée, c'est à quel âge avez-vous? Puis ce qu'ils ont découvert, c'est que c'est parmi les fans les plus jeunes. Alors, streaming, jeunes, fans de soccer, Et ajoute l'immigration, c'est un ajoute mix le fait parfait. qu'il y a Oui, combien de gens qui se déplacent d'un pays à l'autre. Forcés par les guerres, ça va être des millions de personnes qui se déplacent, mais forcés aussi ou intéressés par un monde meilleur. Fait que tout ça fait que l'intérêt qui était plutôt européen est en train de se généraliser. oui. Et probablement que l'an prochain, je pourrais te faire une prédiction. Je l'avais fait d'ailleurs dans mon infolette à la fin 2021. J'avais dit Ronaldo va signer avec Miami. Ben, je te dirais que j'ai la moitié de la prédiction, c'est-à-dire que il y a quelqu'un qui va signer avec Miami. Ça sera probablement pas Ronaldo, ça va être probablement Messi. Messi a déjà des propriétés à Miami. Il est déjà en contact avec Beckham qui est un des copropriétaires de l'équipe à Miami. Alors, tout ça, ben, va avoir un effet aussi. Mets-toi dans la peau d'Apple, là. Demain matin, tu as la ligue dans laquelle joue Messi. Parce qu'avant de prendre une partie de participation dans l'équipe de Miami, probablement qu'il va jouer quelques années. C'est ce que je ferais en tout cas si j'étais à sa place. Hein. Une couple d'années, je ferais le tour des différents Des des marchés. terrains et tout ça. Puis éventuellement, ben, j'aurais la garantie qu'à ma retraite, j'ai 5% de l'équipe, quelque chose comme ça. Ça serait ça que je signerais comme deal. Un peu comme Beckham, hein, qui avait signé avec Los Angeles. Et l'entente, c'était à terme, j'ai une option sur l'achat d'une équipe de la MLS à hauteur, je pense, de 25 millions de dollars. Alors, un mois avant la fin de l'entente, il a signifié à la Ligue qu'il voulait prendre possession d'une équipe. C'est devenu l'équipe de Miami. Et si tu cherches la ville actuellement en Amérique du Nord, la ville, moi, sais-tu quoi? Je commence à penser qu'on va vivre de notre vivant, Gilles, que ça ne sera plus New York. Ah oui? Je pense que ça va être Miami. Je ne te dis pas qu'on est rendu là. Miami, c'est tout le monde d'Amérique latine, c'est les États-Unis, c'est tout le monde aussi financier avec des avantages. Les oligarches mondiaux qui sont là, Oui, ils ont toutes oui, des tout ça. propriétés, les Russes et Tout les ça. autres, les Une, Indiens, tem- ils sont tous une là. température, la plage. Je rappelle toujours que, puis ça sera notre dernière anecdote aujourd'hui, mais que Disney avait pensé, l'espace d'un instant, à ouvrir un parc d'amusement au Canada. Puis il est venu en avion. Puis il est descendu. Puis il a vu la température. Puis il est remonté dans l'avion. Puis il a dit, c'est le fun! Vous êtes gentils! On a beaucoup de clients qui viennent du Canada. Mais on ne peut pas. Puis on connaît la suite de l'histoire. Merci beaucoup, Prof Dupont. Toujours un plaisir. Tu me permets de souhaiter un excellent été à tous les gens qui vont les écouter Merci. et au plaisir de se revoir.